Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver dans ce rendez-vous, dans cette série d'émissions proposée par la Fédération régionale des travaux publics Île-de-France, Acteurs pour la planète. Voilà une belle thématique qui se déclinera en 3 émissions. On va commencer avec un premier rendez-vous pour cette première émission, Eau et énergie, enjeux de la transition écologique en Île-de-France. Dieu sait que c'est un sujet évidemment important qui nous impacte à la fois sociétal, économique et puis évidemment environnemental. Les objectifs de ces 3 émissions que j'ai le plaisir d'animer avec différents experts qui nous rejoindront sur ce plateau au fil des émissions. Évidemment, c'est souligner le rôle clé de la filière des travaux publics dans tous ces enjeux que je citais à l'instant, transformation écologique, énergétique et puis aussi numérique, à la fois l'engagement de la profession et puis évidemment aussi sa contribution. Acteurs pour la planète, c'est un engagement aussi, c'est un état des lieux et puis c'est montrer ce que font tous les acteurs de cet écosystème et de la profession pour justement agir dans le sens d'une planète encore plus préservée et de se projeter dans l'avenir avec des actions concrètes. On y reviendra au fil des émissions. Je vous propose, avant d'accueillir nos invités, avant de parler de cette première thématique, de justement aller à la rencontre de tous ces acteurs qui agissent au quotidien dans les travaux publics en Île-de-France. C'est une balade que je vous propose. Tiens, on va pouvoir se balader en Île-de-France au gré de différentes innovations, au gré de différents lieux, au gré de différentes solutions, avec pas moins de 792 guides dynamiques et engagés, les entreprises des travaux publics de notre région capitale. Et puis on se retrouve juste après. Regardez.
Voilà, 792 entreprises qui agissent au quotidien sur ces sujets. On va parler, je vous l'ai dit, si vous venez de nous rejoindre, des enjeux de la transition écologique en Ile-de-France à travers l'eau et l'énergie pour cette première émission. Je vous donne déjà un avant-goût des 2 autres émissions, puisqu'on vous propose une série de 3 émissions. La deuxième, ce sera le Grand Paris des Transports, notez la date, 4 novembre pour la première diffusion, et puis l'acte de construire la décarbonation des travaux publics, 3e émission, première diffusion, le 9 novembre. Alors donc, on va parler de l'eau et l'énergie, vaste sujet, retour à la nature, changement climatique, aménagement des cours d'eau, l'eau, l'énergie, rareté de la ressource, bien savoir la gérer, pas la gaspiller, puis se projeter par rapport à de nombreux enjeux. Pour nous aider à nous projeter, vous les voyez à l'écran, on est entouré de nos 3 experts qui sont avec nous, que je vais saluer. Frédéric Lacan, merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Vous êtes directeur général associé de PCM Ingénierie, vous représentez les maîtres d'œuvre. On va parler avec vous de ce que vous faites, partenaire référent. On est autour de 160 collaborateurs avec un panel de métiers pour se projeter dans un avenir durable. C'est un peu votre philosophie. Tout à fait. Et vous le prouvez au quotidien avec un positionnement sur des sujets comme l'eau, l'environnement et puis des offres innovantes. On en parlera tout au long de cette émission. En tout cas, merci d'être avec nous. Nicolas Pouille, merci d'être là. La profession représentée grâce à vous avec la présidence des canalisateurs. On est au cœur des réseaux, on est au cœur de la performance. On a coutume de dire que vous êtes très discret, puisque souvent ça se passe dessous. Voilà, exactement. Donc il y a de l'humilité, mais il y a une vraie expertise, on en parlera avec vous, fluidifiée, sécurisée. C'est cette partie immergée de l'iceberg qui fait que dans la partie émergée, tout se passe bien. Merci d'être là pour cette émission. Christian Thibault, merci à vous aussi. Bonjour. De venir nous apporter votre éclairage, directeur du département environnement à l'Institut Paris Région. Alors, vous nous éclairez. Quand je parle d'éclairage, c'est vraiment au sens propre du terme, agence d'aménagement et d'environnement. Il y a divers travaux que vous menez et que vous promouvez, planification, prospective, des enquêtes très utiles, avec une vraie base de données en Ile-de-France. Donc, vous nous aiderez à décrypter, à avoir un vrai état des lieux. Et puis, évidemment, ça se veut une discussion autour de ce plateau et on va aborder ces sujets. Alors les sujets pour cette première thématique, l'eau et l'énergie, les enjeux de la transition écologique en Ile-de-France, je vous propose 4 angles. On commencera avec la restauration écologique et l'aménagement des berges. Ensuite, on parlera de la pollution des eaux et de la baignabilité. Voilà un beau sujet, surtout quand on se projette, ça ne nous a pas échappé, du côté des Jeux Olympiques, ce sera en 2024. Les nageurs, les sportifs vont-ils et vont-elles pouvoir se baigner dans la Seine? C'est un gros enjeu. 3e thématique, inondation et risque de crue. Et puis on parlera à la fin de cette émission de la sécurisation et de l'optimisation des consommations énergétiques. Donc vous voyez, vous faites bien de rester avec nous. Premier sujet, restauration écologique et aménagement des berges. C'est vrai que les travaux publics peuvent et entreprennent de nombreuses actions pour réaménager les espaces naturels, cours d'eau, et en faire des lieux de vie, de promenade, retrouver des cours d'eau d'antan que nos aînés connaissaient et qui ont parfois été enfouis, canalisés à outrance. Et on va voir l'exemple de la Bièvre. Premier reportage, et après, messieurs, je vous demanderai de réagir évidemment. Il était une fois la Bièvre. Regardez. Reconquérir un milieu naturel, reconnecter l'homme avec l'environnement dans un espace à forte densité urbaine. Un défi technique mais également écologique auquel répondent les acteurs des travaux publics. Dans le Val-de-Marne, voici l'histoire de la Bièvre, une rivière affluent de la Seine partiellement recouverte au début du XXe siècle et enfouie jusque-là sous une dalle en béton. La rivière était une canalisation, elle était oubliée sous terre. Et le défi, c'est de la faire renaître, la faire réouvrir, et donc non seulement l'eau, mais aussi tout son milieu naturel et écologique. Benoît Kaiser dirige le projet pour le conseil départemental du Val-de-Marne. 600 mètres dans le parc du Coteau, premier volet de cette renaissance. Le lit de la rivière a été creusé, les berges aménagées et végétalisées. Un chantier
qui doit absolument s'intégrer au tissu urbain et créer une cohabitation harmonieuse. En plus, ce parc traversé par une rivière amène aussi un agrément supplémentaire pour les riverains. Nous redonnons un sens au mot riverain. Un riverain, ça peut être dans une rue, mais là, c'est riverain d'une rive, d'une rivière oubliée. Et donc, le sens géographique et historique, les habitants vont redécouvrir leur vallée, la géographie et l'histoire de leur vallée. Ce projet se doit de répondre à ses propres enjeux et implique des compétences de travaux publics à vocation écologique. Un chantier novateur avec un fort impact environnemental sur le long terme. C'est aussi le terrain de défi de génie civil exceptionnel pour bâtir un projet écologique cohérent en pleine ville. Une opportunité également de confirmer l'expertise et réaffirmer la place des travaux publics dans cette nouvelle donne environnementale. À travers ce genre de chantier, on voit bien que les entreprises qui ont souvent une image de applicateurs de bitume, créateurs de routes ou de zones de nuisance, en fait, peuvent permettre de recréer des espaces naturels en pleine ville. Demeure la haute technicité imposée par un tel projet. En raison de la proximité des riverains et des habitations, les défis étaient nombreux, à commencer par les impératifs écologiques. Éviter des pollutions accidentelles, éviter trop de nuisances, trier les matériaux, essayer de mettre plutôt des matériaux de recyclage, mais avec une vision quand même que, en l'occurrence dans le cadre de la Bièvre, on va recréer un milieu naturel, donc ne pas avoir des matériaux qui pourraient venir polluer la future rivière. Sans oublier les contraintes liées à l'environnement même du lieu et le risque de fragiliser la stabilité des sols et des ouvrages environnants. Mais il a fallu aller bien au-delà pour demeurer fidèle à la rivière originelle. La deuxième contrainte qu'on a eue, c'était qu'il fallait essayer de recréer un lit de rivière qui ressemble plus à une rivière qui est là, existante naturellement, tout en essayant de les mettre d'une façon à respecter une pente d'écoulement naturelle, comme toute rivière classique. La Bièvre devrait couler à nouveau début 2022. Mais très vite, on aura une reconquête du milieu naturel qui va se traduire par des poissons qui vont revenir, par des insectes, par une flore aussi qui sera plantée, mais qui reviendra aussi de manière spontanée, et ça sera vraiment une végétation et des animaux spécifiques des cours d'eau qui vont revenir dans ce milieu, dans ces 600 mètres de réouverture. Jusqu'en 1897, la Bièvre se jetait aussi dans la Seine à Paris, à côté du pont d'Austerlitz. Un projet pour faire renaître l'ancienne rivière dans la capitale sur une petite partie de son tracé est à l'étude. Voilà, on terminait avec des images en noir et blanc et on va remettre des couleurs dans tout ça et dans la Bièvre en particulier, surtout que cette région capitale, hein, la région Île-de-France, est vraiment clé sur ces sujets. Je me tourne vers vous, Christian Thibault, merci encore d'être avec nous. C'est vrai que l'Île-de-France, on a une artificialisation, une urbanisation autour de ce qu'on a coutume d'appeler ce corridor hein, qui est la Seine. Réaction à ce reportage sur la Bièvre et puis mise en perspective de ces sujets. Ce reportage, je l'ai trouvé très complet, ouais. malgré le fait qu'il était très bref, parce que je pense qu'il a bien évoqué tous les enjeux et toutes les difficultés qu'il peut y avoir derrière. L'exemple de la Bièvre est emblématique. Enfin, s'il faut prendre une rivière oubliée, c'est bien celle-ci qu'il faut prendre, puisque je rappellerai que c'est la seule rivière naturelle qui traversait Paris, à part la Seine, ce qui explique pourquoi elle a été tant convoitée par toutes les professions qui avaient besoin d'eau, les blanchisseries, les mégisseries, les tanneries, toutes ces entreprises qui avaient besoin de l'eau, en fait, du coup, et qui, en fait, avaient des enjeux contradictoires parce que les blanchisseries avaient besoin d'une eau propre, alors que les tanneries polluaient énormément. Ouais. Et donc, il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de gens qui ont été relocalisés, délocalisés au cours de l'histoire. Le remblayage de la Bièvre est apparu dès la fin du Moyen-Âge, donc c'est une très longue histoire. Et le coup de grâce, comme l'a dit le film, a été porté au début du XXe siècle. Mais il faut rappeler pourquoi. C'est parce que la qualité de l'eau était très mauvaise. Elle était devenue vraiment, au-delà des pollutions chimiques, il y avait des gros problèmes microbiens. Il y avait la malaria, il y avait le choléra à Paris. Hein, il faut pas donc l'oublier. on avait transmission de maladies. C'est pour ça qu'on a par oublié. voie fluviale. C'est pour ça qu'on a recouvert cette Bièvre. Et aujourd'hui, si on peut la découvrir, il faut beaucoup insister là-dessus. C'est parce que la qualité de l'eau est redevenue bonne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui permet de la remettre à jour. Après, ce qu'a bien montré le film aussi, c'est toutes les difficultés que ça peut représenter, puisque même si on parle de génie écologique, quand on parle de génie écologique, ça mêle effectivement des gros travaux derrière,
puisqu'il s'agit de requalifier ou recalibrer un lit qui n'est pas forcément le lit naturel, parce que le sol a été beaucoup trop modifié depuis. Oui, parce que ça a été empierré, ça a été bétonné, hein, il faut revégétaliser quelque part, hein, si je vous suis bien. Hein. Pensez que dans Paris, certains endroits ont été remblayés sur plus de 10 mètres de hauteur, des immeubles ont été construits dessus, donc on peut très difficilement revenir au cours initial. Ouais. Et puis, d'ailleurs, les quelques réouvertures qui se sont déjà produites le sont généralement dans des parcs et jardins, parce que c'est plus facile finalement. Il n'y a pas de construction au-dessus. Hein. Voilà, et puis on a beaucoup moins d'ennuis par rapport à la voirie, qui souvent a été construite sur le lit même de la rivière, avec les réseaux qu'il faut redessiner également. Parfois, il faut détruire certains bâtiments. Oui, donc vaste chantier. On peut aussi avoir des problèmes de pollution des sols en zone urbaine. Donc il y a tout un ensemble de choses à prendre en compte et c'est extrêmement complexe, effectivement. Alors, beaucoup de choses à prendre en compte, hein, d'après ce que vous nous dites, Christian Thibault, mais beaucoup de solutions qui sont proposées. Frédéric Lacan, merci d'être avec nous. PCM accompagne justement avec des solutions et évidemment, quand on parle de la Bièvre, ça évoque et ça résonne dans vos oreilles. Oui, c'est un très beau projet là, qui est bien mis en avant par ce reportage, je trouve. Effectivement, on a la chance chez PCM d'accompagner ce projet avec un petit rôle. Hein. On s'occupe effectivement de la maîtrise d'œuvre sur la direction des travaux. Petit rôle, oui, rôle clé. Hein, rôle clé, mais c'est quand même un projet d'envergure. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce reportage, c'est sa correspondance avec le thème de notre rencontre, l'acteur pour la planète, parce que on est en train d'observer, effectivement, le mot, je le trouve bien choisi, la renaissance d'une rivière. Hein. On passe de quelque chose qui ressemblait quelque part à un égout, une rivière qui va renaître. On va emmener de la biodiversité, on va créer des couloirs de mobilité, on va lutter pour les périodes de canicule, amener un petit peu de fraîcheur. Voilà, on va renaturer quelque part la ville. Oui, avec l'enjeu dont parlait Christian Thibault tout à l'heure, de cette cohabitation entre la ville et la nature. Hein. Exactement. Et ce que j'en retiens d'une manière générale, c'est que par rapport à nos métiers du travaux publics, on est en train de montrer qu'opposer aujourd'hui l'acte de construire avec l'environnement, c'est peut-être déjà désuet. Bien sûr. Puisque là, on construit, et on construit quoi? La remise en place de la nature dans la ville. Oui, d'autant que dans le reportage, on parlait de ces poncifs. Hein, on disait, les travaux publics, ils sont bons à goudronner, à bétonner, et basta. C'est pas du tout le cas. Parlez-nous un peu des solutions de ce que vous promouvez, justement, pour être à la fois dans la prévention, la supervision, pour éviter d'avoir à pallier, justement, les problématiques qui se posent. Des solutions qui s'inscrivent effectivement dans des démarches plus globales. Ouais. Dans le cas de ce projet-là, chez PCM, ce qu'on tient absolument à mettre en avant, c'est une expertise notamment dans l'analyse de la biodiversité. Et on essaie de plus en plus d'inclure cette analyse en amont des projets pour pouvoir, je dirais, les accompagner au mieux, que la mise en œuvre se fasse dans le respect le maximum de la nature, et puis pour pouvoir préserver effectivement, je dirais, ces aspects naturels. Il faut beaucoup de pédagogie aussi, j'imagine. Hein. Oui, mais comme dans tout dans la vie, comme dans tout. Beaucoup de pédagogie. Hein, il faut déjà expliquer, donner du sens à ce qu'on fait pour convaincre. Ouais, et donner des perspectives. En tout cas, les entreprises de travaux publics y contribuent évidemment. Nicolas Pouille, merci d'être avec nous. Justement, on va en parler. Président des canalisateurs, réaliser des réseaux, l'assainissement, l'eau potable. Vous avez coutume de dire que l'eau, et on partage évidemment votre point de vue, l'eau c'est la vie. Réaction à ce reportage justement. Mais je dirais que pour une fois, d'intervenir effectivement sur des renaturations de berges, sur une remise en mouvement de l'eau à l'air naturel, c'est quelque chose qui nous fait également plaisir, puisqu'on a quand même, en tant que canalisateur, plus l'habitude d'aller poser des tuyaux dans le sol. Donc effectivement, participer à la lutte contre les érosions, de participer à la renaturation de l'ensemble des cours d'eau, même en ville, c'est quand même quelque chose d'important pour nous, puisque pour le coup, à terme, ce sont des éléments que nous, on pourra effectivement contempler. Alors justement, vous commenciez à nous en parler, vous faites des choses qui sont enfouies sous terre, hein, et après, une fois les travaux terminés, voilà. Parce que les canalisateurs, on est là pour collecter, pour distribuer l'eau, principalement pour effectivement réaliser les usines de traitement d'eau, les usines de prélèvement, et puis les rejets après à terme en Seine. Donc c'est tout le rôle aujourd'hui des canalisateurs et des entreprises de travaux publics. Alors justement, racontez-nous, entrons un petit peu dans le détail et ouvrons le capot. Hein. Vous le disiez, il y a toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire effectivement on consomme l'eau, puis après il faut la traiter, puis il faut la... On intervient sur les deux cycles de l'eau, hein, puisque là on parlait principalement du grand cycle de l'eau, hein, c'est l'eau qui arrive, qui chemine et qui se rejette naturellement. Ouais. Et on intervient également effectivement sur le petit cycle de l'eau qui est effectivement le cycle de l'eau qui est consommé, utilisé par l'homme. Voilà. Donc quand on parle du petit cycle de l'eau et qui est consommé, utilisé par l'homme, on la prélève, on s'en
s'en sert, que ce soit pour l'usine, pour l'eau potable, pour tout un tas d'industries également, et on la rejette, on la traite et on la remet au milieu naturel. Donc on a les 2 cycles de l'eau et effectivement on participe, aujourd'hui Acteurs pour la planète, Travaux publics, on participe dans nos travaux aux 2 cycles de l'eau et on est content d'accompagner tous nos maîtres d'ouvrage sur ces sujets. Alors justement, les accompagner sur ces sujets, et puis je parlais tout à l'heure avec Frédéric Lacan de sensibilisation, de pédagogie. On a des réseaux qui sont centenaires, hein, et les gens se disent, bon, bah, ça ne se voit pas, et pourtant, des fuites par-ci, des fuites par-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a un patrimoine, on a un réel patrimoine en France qui existe, aussi bien en canalisation d'assainissement, j'en dirais, ou même en eau potable. Et ce patrimoine, aujourd'hui, il a plus d'une centaine d'années, et qu'il faut surtout continuer à le remplacer, le renouveler, le réhabiliter, et ce sont des investissements constants et pérennes. Puisqu'aujourd'hui, si demain tout part, on n'aura plus ni d'eau ni de rejet. Alors, comme on dit toujours, l'eau paye l'eau, c'est quand même un des grands points très importants en France, c'est-à-dire que quand vous consommez de l'eau, à chaque consommation d'eau, que ce soit industrielle, qu'elle soit privée, qu'elle soit de l'État, ouais. Aujourd'hui, vous avez un prix, vous payez une taxe, ouais. Et cette taxe revient dans un budget spécifique qui est réservé à l'eau. Ouais. Voilà. Une sorte de recyclage quelque part. Recyclage, voilà. Ouais. On recycle effectivement la consommation d'eau, ou en tout cas le prix de l'eau est recyclé pour pouvoir en faire des travaux. Ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, il faut effectivement continuer à investir parce qu'on est loin du taux de renouvellement optimum, je dirais, parce que par exemple, sur les réseaux d'eau potable, on a encore des fuites. C'est-à-dire qu'en gros, il y a encore quelques années, alors il y a eu de gros progrès de fait depuis 4-5 ans, mais ça a continué parce que jusqu'à il y a encore 4-5 ans, sur 5 mètres cubes prélevés, il y en avait un qui disparaissait, qui n'était pas distribué. Donc aujourd'hui, il faut continuer, on était autour de 80% de taux de rentabilité. Il faut continuer effectivement à essayer d'améliorer nos réseaux et de rechercher les points sensibles et de les corriger. Retrouver la nature, j'imagine, quand vous avez vu ces poissons, c'est un peu la philosophie aussi, c'est de se dire on va aller jusqu'au frayage. Effectivement, une eau propre rejetée, c'est bénéfique pour la nature. Il reste encore beaucoup de choses à faire, y compris en Ile-de-France, pour pouvoir effectivement traiter tous les points sensibles. Deuxième reportage, merci à vous Nicolas Pouille. Deuxième reportage, là on parlait de la restauration écologique, aménagement des berges avec cet exemple de la Bièvre. On va continuer, on va aller dans une thématique un peu plus sportive mais qui est tout aussi intéressante par rapport à nos sujets. Pollution des eaux et baignabilité. Voilà l'enjeu de 2024, une scène baignable entre guillemets pour les JO. Alors évidemment par rapport à la baignabilité et la pollution des eaux, on parle évidemment de cette crue centenale avec les phénomènes météo extrêmes qui accentuent ces problématiques-là. Digues, bassins de retenue, rétention, beaucoup de solutions sont proposées par tous les acteurs de la filière et des travaux publics. On va donner la parole aux champions, si ça vous dit. Regardez ce reportage, les champions nous parlent de la Seine, baignable. Allez, plouf, on y va. Pour moi, les JO, ils ne peuvent pas avoir lieu autre part que dans la Seine. Ce serait un raté, un loupé, enfin... Pouvoir nager dans la Seine et pas autre part dans un autre endroit pour nager sous la Tour Eiffel, c'est vraiment magique et je pense qu'il n'y a pas un meilleur endroit que celui-là et ça va apporter beaucoup de charme à la discipline. C'est un fleuve qui s'est beaucoup amélioré en termes de qualité, en tout cas de perception. En plus, elle est de mieux en mieux, elle peut être améliorée. Et pour moi, ce n'est pas du tout un frein à la pratique du sport. Arthur Germain a traversé et faisait des tests régulièrement, même tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et il a dit que ça allait en fait. C'est pas aussi mauvais qu'on le pense, que tout le monde le pense. Et je pense qu'on peut nager et il n'y a pas de souci là-dessus. Si tout le monde fait des efforts, pour moi, ça ne pose aucun problème et la baignabilité de la Seine, elle est 100% bonne, quoi. Et donc déjà, pour la ville de Paris, le fait de pouvoir s'y baigner, ça va apporter encore une nouvelle dimension, et notamment de regarder le fleuve et de regarder Paris sous un autre angle, puisque pour le coup, quand on est dans l'eau, on a encore une autre perception de notre fleuve et de notre ville.
C'est juste qu'il faut faire attention dans certains endroits. Après, oui, il faut vers Paris, plus vers la capitale, dépolluer, ça c'est sûr, il faut l'assainir et c'est vraiment quelque chose de primordial si on veut pouvoir nager et la rendre nageable. Faut arrêter de croire que dans la Seine, il n'y a que des cadavres et des trucs qui flottent partout. Pour connaître des personnes qui se sont baignées dans la Seine, très clairement, ils ne sont pas ressortis avec des boutons comme on peut l'entendre parfois. On peut nager partout. Ah oui, c'est important qu'il faut qu'elle soit saine, l'eau. C'est important pour nous, pour notre corps et pour ne pas attraper quelque chose de mauvais pour notre santé. Mais ça ne doit pas être grand-chose, ça doit être des relevés comme en piscine. Je ne connais pas bien, mais pour moi, il suffit que les autorités sanitaires disent que c'est bon et il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'était un des points forts du dossier olympique, de pouvoir organiser les épreuves de natation en eau libre et de triathlon dans la Seine. Après, pour les travaux publics, bien évidemment, ça va leur demander aussi un effort. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est la montée politique et des finances. Donc, s'il y a les finances, derrière, on aura sûrement les moyens. C'est que si tout le monde met en œuvre les moyens dont on dispose aujourd'hui, on va y arriver, sûrement. Les entreprises et les travaux publics, ça va leur demander du travail. Mais évidemment, c'est ce qu'il a dit, hein, c'est ce que le champion a dit. Nicolas Pouille, réaction, quelque part, on a des champions qui parlent à des champions, hein, champions olympiques, champions de la profession. 2024, accélérateur, hein, j'imagine. Hein. Accélérateur, oui, parce qu'effectivement, depuis 2016, il y a un grand plan qui a été lancé, c'était le plan baignade en Ile-de-France, pour rendre la Seine baignable, ainsi que la Marne. Ouais. Mais ce n'est pas que les JO. Hein. Les JO, le plan baignade, c'est 23 sites sur l'Île-de-France. Donc c'est 23 endroits qu'il va falloir aménager également, rendre accessible au-delà même de la mise en conformité de l'eau de baignade. Donc c'est quand même un plan d'1,4 milliard d'euros d'engagés pour l'ensemble de la profession et tous les travaux à réaliser. Et effectivement, les Jeux 2024, je pense, sont un excellent accélérateur pour s'engager et en tout cas essayer de réaliser le maximum d'opérations avant 2024. Alors évidemment le sujet, hein, on commençait à en parler dans le premier reportage, c'est tous ces rejets qui ne sont pas canalisés et voilà, c'est un peu poubelle, on parlait de cadavres, on ne va pas aller jusque là, mais enfin bon. Que les cadavres, c'est une partie effectivement. Ouais. Rendre la Seine baignade, ça veut dire aussi qu'elle retrouve son écoulement naturel sans être pollué par des rejets intempestifs. Mais ils sont de plusieurs ordres. Ils sont soit rejets directs d'assainissement, et là on va parler plus quand même de tous les branchements particuliers qui existent encore et qui ne sont pas aujourd'hui collectés. Combien on en a? Les chiffres sont impressionnants, Nicolas Pouille. En 2016, le recensement qui avait été à peu près fait s'est tourné entre 30 et 35 000. Je pense qu'il en reste une grande partie à faire. 30 ou 35 000 raccordements qui... Aujourd'hui sur l'Île-de-France, oui, c'est à peu près ce qu'avait annoncé le préfet pour pouvoir, dans le cadre du lancement du plan baignade. Ouais. C'est un travail colossal. On est tous mobilisés aujourd'hui parce que c'est plus de... Enfin, demain, si on veut en faire une grande partie pour les JO, c'est près de 800 personnes qui doivent être mobilisées, en tout cas 800 de nos compagnons, nous, travaux publics, qui doivent être mobilisés tous les jours pendant 2 ans pour pouvoir arriver à 60% de réalisation. C'est un engagement colossal de la part de nos entreprises. Ouais. Et l'idée, c'est de raccorder ça à des... L'idée, c'est de raccorder effectivement pas que ça soit rejeté dans la nature. Hein. Tous les branchements privés et de collecter les eaux privées de ces habitations. Mais il faut impérativement aujourd'hui, pour que ça avance, puisque pendant des années ça n'a pas beaucoup avancé, il faut que ce soit les pouvoirs publics aujourd'hui qui prennent la main sur ce dossier, qui soient les acteurs prioritaires de l'organisation, en tout cas de la mise en conformité des branchements. Parce que moi j'ai envie de Sans dire... volonté politique, on n'y arrivera pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, moi je suis un particulier, l'eau arrive dans la maison, après ça se rejette, ça va dans l'égout, et c'est plus mon souci. Donc, si ou pas dans l'égout. Ou pas dans l'égout. Et c'est toujours pas votre souci, puisque quand vous avez utilisé l'eau, elle s'en va. Et on ne sait pas où elle est. Voilà. Mais c'est plus votre souci, généralement particulier. D'où l'importance de la sensibilisation des pouvoirs publics. Alors, si je déroule la pelote, c'est... Sensibilisation et aide. L'agence de l'eau qui collecte, ce que j'ai dit tout à l'heure, qui collecte l'eau pour l'eau, a mis une grosse part de subvention pour pouvoir inciter les particuliers à se mettre en conformité. Alors par rapport à ce sujet-là, Frédéric Lacan,
faisabilité, les enjeux versus, Nicolas Pouille en parlait, les demandes des élus. Il faut analyser en fait ces réseaux. Et vous, chez PCM, c'est ce que vous faites. Hein. Tout à fait. On est aussi en ce moment d'ailleurs en train d'œuvrer sur certaines enquêtes domiciliaires, comme le disait Nicolas. Je le rejoins parfaitement dans son analyse. Aujourd'hui, je dirais que la vision est plutôt claire sur ce qu'il faudrait faire. Hein. Ouais. Il y a besoin de faire ces enquêtes, ces analyses, préconiser les travaux de rétablissement, de mise en conformité. Et puis derrière, au niveau de l'eau, pour rejoindre un petit peu ce que disaient nos amis sportifs, être aussi très fin dans la façon dont on va pouvoir traiter quand il y aura des traitements malgré tout à rajouter, parce qu'il y a ces éléments qu'évoquait Nicolas, il y a aussi de temps en temps d'autres problématiques de trophisation ou autres qui nécessitent des traitements. Voilà, donc être très fin dans les traitements pour pas être traumatisant sur ces plans d'eau. Et aujourd'hui, on est surtout face à un gros sujet de ressources et de moyens, quoi. Donc il faut effectivement qu'il y ait une décision forte et des financements qui permettront d'aller effectivement dans ces sujets. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on y voit clair, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Ouais. Alors vous aidez justement à y voir clair, hein, puisque on est en amont, avec ou sans jeu de mots, hein, par rapport à un cours d'eau, de ces sujets-là, avec des diagnostics. L'idée, c'est d'avoir des diagnostics les plus fins possibles. Hein. C'est ça, pour être le plus efficace, comme je vous disais aujourd'hui. Comment vous faites, il y a des parties réseau qui sont aujourd'hui bien maîtrisées, on sait ce qu'il faut faire, c'est plus ou moins compliqué selon le cadre. Mais il y a des sujets qui sont vraiment liés à des bactéries ou à des sédiments, des choses comme ça au niveau des plans d'eau. J'ai vu qu'il y avait des micro-pollutions avec des produits qui sont en composante des gels douches en particulier, des choses insoupçonnées. Hein. Vous allez trouver tout un tas d'éléments qui vont effectivement perturber cette qualité de l'eau, empêcher la baignabilité. Et aujourd'hui, un des travails un peu complexe consiste à être très fin dans l'analyse des désagréments, des problématiques, pour pouvoir, comme je vous disais, les traiter les plus finement possible, parce que les traitements très lourds vont être efficaces, mais vous allez quand même traumatiser, entre guillemets, votre eau. Et le retour, je dirais, à la possibilité d'un espace baignable et utilisable va être long. Donc là, il y a des enjeux de délai et de ressources. Ouais. Alors comment on arrive justement à concilier tout ça? Sensibilisation, on le disait, c'est un enjeu collectif avec les entreprises et travaux publics évidemment à la manœuvre. Aujourd'hui, pour y arriver, il y a aussi, je dirais, un phénomène un petit peu de remise en question aussi de certaines procédures, l'innovation. On voit certaines de nos équipes ou certains des acteurs de nos métiers travailler sur ces sujets, générer de l'innovation, on voit de nouvelles choses arriver. C'est pour permettre justement de faciliter ces actions sur ces enjeux. Ouais. Faciliter les actions. Je vous voyais attentif en regardant ce reportage, Christian Thibault. Sujet complexe, hein, d'autant qu'en plus, on a les phénomènes de sécheresse qui accentuent tout ça. On parle beaucoup de la Seine, mais il y a les petits cours d'eau aussi. Hein. Oui, mais juste pour revenir sur la Seine, j'ai envie d'aller sur un volet complémentaire. Ouais, volontiers. Alors, il y a effectivement les branchements qui posent un véritable problème, surtout les petits branchements, parce qu'en fait les gros rejets ont été beaucoup traités. Finalement, tout ce qui est station d'épuration, rejet industriel est bien traité. Ouais. Le problème pour moi, c'est que se baigner dans Paris, c'est pas l'endroit le plus facile finalement. Donc Chirac avait tort. Oui. Ça aurait été c'est quand ça date, ça. Hein, c'est peut-être pas qu'il avait tort, mais c'est qu'il était très très en avance. En avance de phase. Oui, c'est ça. Ouais. Mais je veux dire, ce serait déjà beaucoup plus facile en Seine-et-Marne, en amont, c'est ça. Où l'eau est bien meilleure et surtout où l'eau est davantage filtrée, parce que c'est là où je voulais en venir, parce que l'autre volet très important par rapport à cette baignabilité, c'est en fait limiter le ruissellement. Parce que c'est lorsqu'il y a du ruissellement que toutes les pollutions superficielles, notamment sur les zones revêtues, sont lessivées vers la Seine. Et c'est là qu'on a des gros problèmes avec un manque d'oxygène, avec une grosse mortalité au niveau des poissons et des gros problèmes sanitaires. Donc au moment des JO, il faudra croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas un gros orage. Et parce que le problème dans Paris, c'est que tout ruisselle. Les quais sont entièrement minéralisés, il n'y a pas de filtre végétal. Alors, je vous coupe 2 petites secondes. Réaction, Nicolas, justement. Pourvu qu'il ne pleuve pas, hein, c'est ça un peu? Oui, c'est ça, oui, pourvu qu'il n'y ait pas de gros orages, puisqu'effectivement, tout ce qui est déversoir d'orage, aujourd'hui, parfois, mais par temps de grosses pluies, ne sont pas dimensionnés pour pouvoir tout absorber et tout rejeter en station. Une sorte d'hydrocarbures lessivés, hein, tout ça, hein, sur la route, entre autres? Oui, c'est surtout les quais de Seine, comme le disait Christian. Et là, on est sur des actions qui sont beaucoup plus longues, parce qu'il y a une grosse inertie du système. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà arriver à faire un réseau séparatif, ce qui est très compliqué dans Paris. Aujourd'hui, le réseau est unitaire. Ça veut dire que toutes les eaux se retrouvent dedans, y compris les eaux pluviales. Donc, en cas de pluie,
vous avez un engorgement des réseaux et tout déborde. Et ça déborde, et c'est là, ce qu'on voit sur les routes. Et là, ça devient catastrophique. Ouais. Et puis... Et puis, les surverses aussi, ça ne déborde pas systématiquement par les tampons. Il y a des surverses. Il y a des systèmes, mais je veux dire, par rapport à la baignabilité, ça peut quand même poser un véritable problème. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut pouvoir filtrer, il faut remettre des zones enherbées. Il faut pouvoir déconnecter le plus possible les eaux pluviales du réseau des eaux usées. Ouais. Et pour ça, développer beaucoup tout ce qu'on appelle la gestion alternative des eaux de pluie. Ouais. Et donc, avoir des systèmes... Alors, jusqu'à une époque, on faisait beaucoup de bassins de rétention parce que c'était plus facile. Aujourd'hui, on va plus vers les solutions végétales. On appelle ça les solutions fondées sur la nature. Donc, on va mettre des réseaux de noues, on va mettre des parcs inondables, des jardins de pluie, on appelle ça aussi. On va avoir des toitures végétalisées stockantes aussi. Donc, tout ce qui va permettre naturellement d'absorber, en fait. Tout ce qui va ralentir le flux de l'eau et retarder son arrivée dans la Seine, en fait. Ouais. Frédéric Lacan, réaction par rapport à ce qu'il vient de dire? Non, mais ça rejoint ce qu'on évoquait justement sur le fait qu'aujourd'hui on voit les procédures, les idées, les innovations et les nouvelles technologies arriver pour lutter contre ces phénomènes. Donc on est en plein dedans, effectivement. Voilà, des technologies. Pour répondre à votre question, juste une phrase ou deux sur les petites rivières. Ce sont peut-être les plus problématiques finalement. On n'y pense pas. Parce que d'abord elles sont très menacées par le changement climatique, on vient de le dire. Par les sécheresses. Quand ça arrive à l'étiage. Parce que si plus le débit d'eau va être faible, plus on va avoir un risque de pollution concentrée. Ouais. C'est tout à fait logique. Et en plus, sur ces petites rivières, il y a beaucoup de petites stations d'épuration. Et en été, on se retrouve parfois avec des rivières dont le débit principal vient de la station d'épuration et non plus du cours d'eau naturel. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir quand même une véritable tension sur ces petites rivières. Et comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est un des facteurs limitants, finalement, pour améliorer la qualité de l'eau au niveau des fleuves, où toutes les grandes actions sont en cours ou ont même déjà été faites. Et on voit que là, on a vraiment un facteur limitant sur toutes ces pollutions diffuses qui arrivent par les petites rivières. Les petites rivières font les grands cours d'eau, les petits travaux font les grandes réalisations. Ce ne sont pas tous les acteurs des travaux publics qui me contrediront. On va parler inondation, justement, risque de crue. On va revenir un peu sur ces sujets, préserver les activités humaines, sociales et économiques, évidemment. Effectivement, vous le disiez, il y a des moments, ça déborde. Regardez. C'est le principal risque naturel qui pourrait affecter fortement et durablement l'Île-de-France. Coupure d'eau et d'électricité, de réseaux de télécommunications, de transport, impossibilité de circuler sur certains axes, sans compter l'évacuation des hôpitaux ou encore les difficultés d'approvisionnement. 5 millions de personnes pourraient être indirectement concernées par les conséquences d'une crue majeure. 830 000 vivent actuellement en zone inondable. Avec des répercussions économiques considérables, un tel événement climatique frapperait 100 000 établissements et entreprises et pas moins de 750 000 emplois. Dans un rapport rendu public en 2014, l'OCDE estimait entre 3 et 30 milliards d'euros le coût des dommages directs liés à un tel événement en Île-de-France. Encore aujourd'hui, beaucoup d'habitants vivent ces crues et ces inondations comme une fatalité. Prévenir ces crues centenales est donc une nécessité. Elle passe par l'édification et la construction d'infrastructures adaptées, seules à même de limiter les dégâts en contenant la montée des eaux. À l'image de Montesson dans les Yvelines. Pendant plus d'un demi-siècle, cette commune de 15 000 habitants a vécu dans la crainte de la montée des eaux de la Seine. C'était le cas notamment des habitants du quartier Laborde. Les dernières inondations de juin 2016 et janvier 2018 avaient sinistré plus d'une centaine d'habitations riveraines de la Seine. La parade, eh bien la voici, une digue de plus de 700 mètres de long en prolongement de celle de Sartrouville qui a nécessité 2 ans de travaux. Mais gérer les inondations, c'est aussi pouvoir les anticiper. 4 lacs réservoirs avaient été créés suite à la grande crue centenale de 1910. Leur rôle, absorber les excédents d'eau susceptibles de menacer Paris et sa banlieue. En 2018, ils n'avaient pas pu absorber suffisamment d'eau
en amont, d'où le lancement de la construction d'un 5e réservoir dans le secteur de la Bassée, à la jonction de l'Yonne et de la Seine. Enfin, les crues actuelles s'expliqueraient aussi par des sols saturés, incapables d'absorber les pluies importantes. Ce qui encourage la réflexion sur la bétonisation de l'Île-de-France, tout comme sur la surexploitation des terres agricoles qui deviendraient imperméables. Beaucoup recommandent la préservation des zones humides restantes et la création de zones tampons qui pourraient éponger en partie les excédents d'eau tombés du ciel. Voilà, on parlait de ces fameuses digues, on parlait de Montesson dans les Yvelines. Inondations et risques de crue. Vous êtes toujours avec nous pour cette première émission, 3e thématique, inondations et risques de crue, en compagnie de nos experts. Je me tourne vers vous, Christian Thibault. La crue, les crues, j'ai envie de dire, il n'y a pas de crues qui se ressemblent, non? Enfin... J'ai envie de dire, il y a la crue et les crues. Ah. Alors, en disant, pour répondre à la crue, je pense qu'il faut rappeler que le monde des risques considère que c'est le risque le plus important qui la grande inondation par débordement de la Seine, c'est le risque le plus important qui menace la France. Les chiffres ont été rappelés. Région capitale, déjà. Ils donnent le vertige. Et une grosse inconnue, finalement, c'est le temps de retour à la normale, qui pourrait prendre quelques mois, quelques années même. Parce que, on imagine les bouches de métro inondées. Voilà. Si jamais le métro était inondé, ça pourrait être très très long à redémarrer, sans parler du coût pharaonique de tous les dégâts pendant la période d'inactivité et les coûts des réparations, bien entendu. On avait jusqu'à présent des cartographies, mais elles étaient fondées sur le passé. Alors oui, les choses évoluent de manière assez récente d'ailleurs. Jusqu'ici, on se fondait sur les plus hautes eaux connues. C'est-à-dire ce qu'on a connu, c'est-à-dire ce qu'on a pu mesurer. Il a pu y avoir d'ailleurs au cours de l'histoire des crues encore plus importantes, mais qui n'ont jamais été mesurées. Alors les ingénus comme moi pensent aux zouaves, le fameux zouave. Voilà. Voilà. Le problème des plus hautes eaux connues, c'est qu'en fait, chaque inondation est différente. Et donc, ça donne un repère très utile, mais ça ne va pas forcément nous permettre de prévoir ce qui va se passer. Et c'est pourquoi maintenant on travaille plutôt avec ce qu'on appelle des modèles dynamiques de crues qui font monter l'eau par rapport au terrain urbanisé, qui a été beaucoup modifié, tiennent compte du terrain. Et qui permettent aussi de simuler des crues intermédiaires, auxquelles on est beaucoup plus menacé maintenant aussi, et de voir ce qui se passe, par exemple en termes de routes coupées, en termes de ponts qui vont être coupés aussi, pour pouvoir organiser la gestion de crise. Donc avec ce genre de modèle, on commence seulement finalement à travailler avec ça, parce qu'il faut avoir des bases de données extrêmement complexes, je pense qu'on devrait pouvoir beaucoup mieux travailler à l'avenir. Et sur les crues, j'y ai déjà presque répondu en disant que chaque crue va être différente finalement, suivant ce qui va se passer. C'est qu'en fait, une crue, c'est la conjonction de 3 phénomènes. Il y a finalement tout ce qu'on appelle le ruissellement, donc c'est toute l'eau qui va ruisseler. Et je voudrais rappeler qu'en 1910, les sols étaient gelés, ce qui explique pourquoi la crue... Vous ne faites pas votre âge, Christian, 1910. J'étais pas là, je vous rassure. Mais les sols étaient gelés, et donc ça a beaucoup aggravé la crue. Et bien sûr. Et donc le ruissellement... Le débordement, ça on voit bien ce que c'est, et puis la remontée de nappe qui peut être très importante, notamment dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, où on a un sol très bas et qui peut être soumis à ce genre de phénomène. Et en fait, chaque crue, finalement, ça va être un dosage entre ces 3 phénomènes. Et puis, comme la pluviométrie n'est pas homogène sur la région, on va avoir des effets différentiels. Ce qui a été rappelé, par exemple, avec la crue de 2016, qui est aujourd'hui maintenant la crue historique sur le Loing. C'est devenu le repère. Alors que c'était avant 1910. Alors que sur Paris, on garde 1910, parce que 1910 a été beaucoup plus grave que 2016. 2016, à Paris, c'était une toute petite crue. Il faut le rappeler. Alors que sur le Loing, c'était considérable. On le voit, de multiples facteurs, pas une crue qui ressemble à une autre, nous disait Christian Thibault à l'instant. Et là, d'où l'intérêt d'avoir des systèmes dynamiques qui permettent d'apprécier, de prévoir et d'anticiper aussi, Frédéric Lacan. Oui, c'est ce que disait Christian. Effectivement, on voit bien que ces phénomènes sont très importants, comme on le disait, gros impact sur l'activité humaine. On parle peu de la biodiversité qui souffre aussi dans ces cas-là. Le retour à la normale très long, très coûteux.
peut-être même jamais pour la biodiversité, justement. Donc c'est des sujets effectivement importants. C'est important ce que vous dites, hein. C'est-à-dire qu'on peut ne pas revenir complètement à l'état originel d'avant. Au niveau biodiversité, oui, effectivement, ça peut arriver. Et l'Île-de-France en particulier, grosse densité de population, la Marne, la Seine, l'Oise, le Loing, donc des sujets vraiment sensibles. Donc pour agir, effectivement, le reportage le montrait, il y a des solutions qui existaient, qui s'améliorent, de nouvelles solutions arrivent. On sait qu'il va falloir mettre en place de la prévention, de la prévision, de la protection. Et la prévision, effectivement, est un enjeu majeur. Ce que disait Christian, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, l'idée, ça serait d'arriver à simuler le mieux possible ce qui peut se passer en utilisant les outils qui sont de plus en plus efficaces pour faire la simulation numérique, l'acquisition de données, les capteurs sont de plus en plus efficaces. Les data vont nous servir, là. Exactement. Racontez-nous, parce que l'algorithme data, c'est un peu abstrait pour nous, mais déjà dans la profession, on est à la manœuvre. Je dirais dans un schéma qui reste relativement classique. L'idée étant de se dire qu'il faudrait arriver à instrumenter les bassins versants, par exemple, pour arriver à collecter des données sur les niveaux, pouvoir les coupler avec des données sur les prévisions météo, ce qui permet, en tenant compte de simulations numériques pour simuler ce qui peut se passer, effectivement de mettre en place les meilleures solutions et d'avoir la gestion de crise, comme le disait Christian, la plus efficace. Voilà, et là, on le voit, tous les atouts techniques, les innovations technologiques permettent aujourd'hui d'avoir des analyses, vous le disiez tout à l'heure, de plus en plus fines. C'est ça. Je dirais les avancées de la technologie doivent nous permettre justement de mieux nous prémunir contre ces événements. Voilà, on n'a pas les mêmes outils aujourd'hui qu'on les avait en 1910. Profitons-en pour essayer d'être meilleurs, même si le risque zéro n'existe pas. Exactement. Travaux publics, acteurs pour la planète, engagés avec des innovations technologiques. C'est pas vous, Nicolas Pouille, qui allez me contredire. Il y a beaucoup de solutions techniques et technologiques. Il y a beaucoup de solutions. On accompagne effectivement tous les pouvoirs publics sur ces sujets-là, notamment à deux titres. D'abord, forcément en réalisant et en aidant parfois à la conception des ouvrages de retenue, des ouvrages d'expansion de crues. On revient également à ce qu'on disait tout à l'heure sur la Bièvre. C'est aussi une façon, la renaturation des cours d'eau, c'est aussi une façon de limiter les inondations quand elles sont prises bien en amont de la collecte pour arriver dans les grandes métropoles. Et parallèlement à ça, il y a une chose aussi qu'on oublie, c'est que en tant qu'acteur de travaux publics, on est aussi mobilisé pleinement pendant les gestions de crise, puisqu'on a dans le cadre des plans de crise et avec nos différents partenaires locaux et nos différents maîtres d'ouvrage, des personnes mobilisées pour aller mettre en place les barrages, vérifier les installations de pompage, etc., qui sont lors effectivement de la surveillance des crues. Oui, donc on voit que les acteurs de terrain sont là pour pallier quand il y a des problématiques d'urgence et puis aussi pour anticiper. Mais là encore, les pouvoirs publics sont à la manœuvre, donc c'est un jeu de... La manœuvre dans le sens effectivement où c'est eux qui vont décider. Ce sont les donneurs d'ordre principalement. Oui. Alors il ne faut pas négliger quand même qu'il y a eu près de 200 actions, je pense, qui ont été engagées depuis un certain nombre d'années pour près de 2,5 milliards d'euros. Je pense que c'est à peu près ça, notamment dans le cadre des PAPI, des plans d'action de prévention des inondations qui ont résulté de toute la concertation et la mise en place des GEMAPI par les différentes collectivités territoriales. Donc effectivement, oui, on est là pour les accompagner. Il y a un exemple qui vous vient à l'esprit de choses qui ont été réalisées, j'allais dire, en démarche partenariale par rapport à ces sujets? Oui, parce que forcément on apporte, y compris avec nos maîtres d'œuvre, on apporte une certaine expertise, mais que ce soit dans quelques ouvrages, effectivement, quelques gros ouvrages génie civil ou quelques gros ouvrages de terrassement sur le bassin qui a été, en tout cas sur le plan de retenue d'eau complémentaire, le 5e qui est prévu en amont de la Seine. Parfait. Dernier reportage, dernière séquence dans cette première émission, sécuriser et optimiser les consommations énergétiques. Les besoins vont croissant, évidemment, il faut y répondre. On fera un focus sur l'éclairage public, les éclairages intelligents. Mais justement, on va braquer les projecteurs, ce qui est logique, sur l'éclairage public. Regardez. Utile aussi bien pour les piétons que pour les véhicules, pour tout le monde. Oui, sur le moment, l'éclairage public c'est vraiment utile. Franchement, ça rassure. Ça peut, clairement. J'imagine m'être plongé dans une zone d'ombre ou une zone plus sombre.
Et selon le quartier où je suis, ou si je peux pas bien distinguer la silhouette d'une personne au loin, ouais, ça peut être dérangeant. Alors pour moi, oui, une rue bien éclairée, c'est forcément signe de sécurité, d'autant plus pour les femmes qui, quand on marche très tard dans la rue, quand on rentre chez soi, c'est toujours une sécurité d'avoir une rue éclairée. Et ouais, c'est super important. Selon moi, l'éclairage public, il est utile. Je pense que pour la sécurité, pour le bien-être des gens, en fait, on se sent mieux avec de l'éclairage. L'éclairage du périphérique, il est primordial. Moi, en moto, mes feux, ils sont pas hyper puissants comparés à ceux des voitures. Donc c'est important pour moi d'être bien vu, surtout que j'ai toujours les petits réfléchissants sur le casque et sur la moto, donc c'est toujours très important. Surtout autant pour être vu que bien voir. Sincèrement, toutes les voies que je peux prendre en moto autour de Paris ou en voiture, c'est éclairé, c'est très bien éclairé même. Ça a dû m'arriver 2-3 fois vers 4 h du matin de me déplacer un peu en dehors de Paris et du périphérique avec des zones non éclairées, mais sincèrement, ça reste correct. Alors indispensable, selon moi non. Je pense que sur la route, on se rend compte qu'il y a des nationales ou des routes qui ne sont pas éclairées la nuit et on s'en sort très bien. En revanche, peut-être que, même pour les riverains, je pense que ce serait peut-être mieux que ce ne soit pas éclairé. Sur les routes en tout cas. Voilà. Pas la moindre, je sais pas, ça peut peut-être être un réglage d'intensité selon l'heure ou quelque chose comme ça, non? C'est les éclairages qui s'allument au fur et à mesure quand ils détectent ta présence. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, si c'est ça, oui, j'ai entendu parler. Ah, ça doit être ceux qui s'activent quand on passe, non? C'est pas ça? Les éclairages publics intelligents, c'est pas ceux qui détectent les mouvements et du coup ils s'enclenchent? D'un côté, du coup, je préfère les éclairages publics intelligents parce que quand il y a tout le temps de la lumière, après c'est plus pour des raisons écologiques ou pour la faune et la flore. Je trouve que c'est pas... J'avais entendu dire que ça perturbait le système, comment on dit, vous savez, le système jour-nuit qu'on a tous, et ça décale aussi pour les animaux aussi, ou pour même ceux qui habitent pas loin. Je trouve que c'est pas terrible d'avoir toute la rue éclairée à travers sa fenêtre. Alors selon moi, en fait, ils arrivent à détecter quand on se déplace, ils reconnaissent une personne. Je pense que c'est économique, écologique. Je pense que ça rassurait les gens. Au moins, on pourrait permettre de ne pas éclairer la nuit, mais au moins de se sentir rassuré quand on passerait et on d'être détecté. Et je pense que c'est la solution. Par exemple, dans la rue où on est là, je trouve qu'il y a quand même énormément de lampadaires. Alors, je ne sais pas si ça se fait déjà, mais éventuellement la source d'énergie, comme l'énergie solaire ou l'énergie du vent, enfin des choses comme ça. Et effectivement, réduire éventuellement les ampoules en fait dans les rues, enfin les éclairages par exemple. Et je sais qu'il y a plusieurs types de lumières. Là, c'est tout le temps des lumières très vives, blanches, et ils pourraient mettre une lumière de telle sorte à ce qu'on voit, mais sans que ça soit aussi fort. L'eau et l'énergie, des enjeux évidemment par rapport à tous les sujets d'écologie pour les travaux publics en Ile-de-France. On est dans notre 4e thématique avec nos experts, que je remercie encore d'être avec nous pour cette première émission. Sécuriser, optimiser les consommations énergétiques. Je me tourne vers vous, Frédéric Lacan. On a parlé d'éclairage, on a parlé de sécurité, on a parlé d'éclairage intelligent. Racontez-nous, il y a beaucoup d'actions significatives qui sont faites. Il faut aussi montrer le retour sur investissement. Il y a un jeu de... On en a parlé pour pas mal de sujets, effectivement. Ouais. Les finances restent quand même des paramètres importants malgré tout. Ouais. Sur l'éclairage public, effectivement, vrai sujet, puisque aujourd'hui, pour donner juste quelques chiffres rapides et illustrer le sujet, l'éclairage public, aujourd'hui, ça représente entre 40 et 50% de la note d'électricité d'une collectivité. 40% du parc en France a plus de 25 ans, avec des sources énergivores qui, en vieillissant, deviennent de plus en plus énergivores. Donc ça veut dire que ça grève le budget, en fait. On est dans un cycle, effectivement... inflationniste. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le micro-trottoir est très parlant, parce que les problématiques des gens qui sont intervenus sont très concrètes et très pragmatiques. Très lumineuses aussi. Ouais. Et aujourd'hui, voilà, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais les travaux publics, on peut être acteur et accompagner effectivement les collectivités dans ces sujets, dans leurs problématiques. L'éclairage public intelligent que vous citiez est en effet une réponse très intéressante qui est en train d'émerger.
Ce qu'elle va permettre aujourd'hui, c'est qu'elle va vous permettre d'éclairer juste, d'avoir un éclairage entre guillemets asservi qui va vous permettre d'être adapté à l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que vous allez éclairer moins quand les gens sont dans la rue ou qu'il n'y a pas de circulation, et plus quand les gens circulent. Nativement, aujourd'hui, la technologie LED, elle permet d'économiser jusqu'à 70% de la consommation que vous aviez, ce qui est plutôt un levier favorable dans votre économie, puisque on voit qu'aujourd'hui, l'énergie est en train de monter, hein, le coût de l'énergie est en train de... En fait, on reproduit ce que le particulier voit, lui, en se disant « je vais mettre des ampoules LED », on le fait pour la collectivité. Exactement. En fait, si on raisonne et qu'on met de côté les financements, on se dit l'idéal, ça serait de mettre des sources LED partout, asservies. On va baisser de 50, 60, 70% de notre économie d'énergie. On va produire une lumière qui répond à certaines questions, qui est la plus favorable à la biodiversité aussi. Ah oui, aussi, bien sûr. Ça ne va pas gêner les Exactement. animaux. On va, par la LED, pouvoir gérer les points, point par point. Donc vous pouvez aussi créer des trames noires, hein, c'est-à-dire des cheminements pour les insectes et certaines espèces au gré de vos envies ou des besoins. Vous allez avoir vraiment un terrain de jeu qui est à la carte. Alors je parlais de retour sur investissement, ça veut dire aussi qu'il faut convaincre les collectivités, hein, appelons un chat, que en fait, l'argent qu'on va économiser va pouvoir être réinvesti, qui est un cercle vertueux en fait. Hein. Exactement. Alors, c'est un sujet dans lequel le retour sur investissement est très rapide. C'est pour ça que souvent, quand on entend parler de Smart City, l'éclairage public est la colonne vertébrale des projets, parce que les retours sur investissement sont très rapides. Dès la première année, si vous investissez le renouvellement d'un parc, vous allez avoir des économies qui vont vous permettre, entre les économies de maintenance et les économies de consommation, je dirais, de financer votre investissement. Donc c'est un cercle vertueux qui en plus va permettre à votre collectivité, comme je le disais, de prendre en compte la biodiversité, au-delà des économies d'énergie, les rejets de CO2, mais aussi de faire quelque part un premier pas vers la Smart City, en permettant avec cette nouvelle infrastructure d'être support à de nouveaux services. Donc c'est vraiment un support très intéressant avec de multiples facettes. Et ça parle aux citoyens qui sont aussi des électeurs. Hein. Ça n'aura échappé à personne. Christian Thibault, réaction par rapport à tout ça. On a une région qui est dépendante de l'extérieur au niveau de l'énergie. Donc c'est vraiment des enjeux éclairage avec vous. Effectivement, alors l'éclairage public n'est sans doute pas la source qui consomme le plus d'énergie. Plus énergivore, on est d'accord. Mais ça fait partie de l'équation, effectivement. Nous avons une région très dense, donc ça fait vraiment partie de l'équation. Et puis, nous, on traite plutôt la question de manière couplée, finalement, avec la question de la pollution lumineuse, puisque notre agglomération est tellement grande. On le voit bien quand on arrive en avion la nuit sur Paris. On voit à quel point ce halo est énorme. On le voit apparaître dès les limites de la région. Ouais, c'est ça. Dès Fontainebleau, vous voyez déjà le dôme lumineux qui apparaît. Ça ne vaut pas Los Angeles, mais c'est quand même pas mal. Hein. Quand même pas, non, parce que l'agglomération est très dense, donc on est moins étalé. Donc il y a une vraie question autour de ça, et nous sommes vite aperçus qu'en fait, il y avait tout un tas d'enjeux. Ça me rappelle un petit peu la question des cours d'eau qu'on a vu en début d'émission, où on est sur des actions à bénéfices multiples, où tout le monde on va rechercher des bénéfices multiples. Il y a des enjeux effectivement en termes de consommation d'énergie, des enjeux en termes de biodiversité, mais il y a aussi d'autres enjeux en termes de santé humaine. Ça, je pense qu'on en parle, en parle peu. On l'aborde moins, vous avez raison. Nous avons fait une enquête au niveau des habitants France entière, dont nous avons été assez étonnés du résultat, qui montrait qu'en fait, environ 50% des gens étaient gênés par la lumière pendant leur sommeil et que ça leur posait des vrais problèmes de perturbation du sommeil et qui peuvent engendrer après d'autres problèmes de santé. Hein. Donc la santé humaine, c'est extrêmement. Je pense qu'il faut coupler d'ailleurs biodiversité et santé humaine. Les deux vont de pair. Mais il y a aussi d'autres aspects, des aspects de cadre de vie, des aspects finalement qui vont au-delà. Vous vous souvenez que finalement ces histoires de pollution lumineuse sont beaucoup apparues au travers du ciel étoilé. Ça, c'est quelque chose dont on parle depuis 30 ans, mais sans vraiment avoir fait grand-chose. Donc, il y a tout un ensemble de facteurs qui peuvent, et je pense qu'avec un éclairage plus intelligent, on peut répondre à beaucoup de besoins, beaucoup d'attentes des habitants. Et autre versant, d'ailleurs, de l'enquête qui nous a étonnés et qui rejoint ce qu'on a vu dans le micro-trottoir, c'est qu'on a eu quand même une forte majorité de gens, 96% des gens, était favorable à ce que l'on diminue l'intensité lumineuse, ce qui est assez étonnant quand même. 96% qui disent qu'ils sont trop éclairés finalement. Ils sont suffisamment lumineux. Donc voilà. En tout cas, il y a des besoins, il y a un retour sur investissement et puis il y a une attente sociétale. Il y a un point sur lequel je voulais finir, qui est sans doute le point le plus épineux. On a affaire des passionnés. C'est la question de la sécurité. Donc je ne vais pas beaucoup développer, mais on sent bien que le principal frein
pour ces questions de développement des trams noirs, c'est les questions de prise en compte des questions de sécurité. Et oui, puisque quand on est dans le noir, effectivement, Voilà. on en parlait tout à l'heure. Réaction, Nicolas Pouille, par rapport à ce que font toutes les entreprises des travaux publics à la manœuvre, là encore. Hein. Oui, aujourd'hui, on participe pleinement au développement et en tout cas, c'est un des éléments où on a énormément d'innovation et où on travaille de concert avec les communes, les départements et l'ensemble des donneurs d'ordre sur ce sujet, quoi. Puisqu'on a énormément d'innovation et on est également source de propositions dans tout cet éclairage dit intelligent de demain, quoi. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous trois d'avoir été avec nous, Frédéric Lacan, Nicolas Pouille et Christian Thibault. Puis merci à vous de nous avoir suivis pour cette première émission. Évidemment, vous la retrouvez en replay. Vous n'oubliez pas qu'on se retrouvera le 4 novembre pour la première diffusion de notre deuxième émission, Le Grand Paris des Transports. On sera ravis de vous retrouver. Merci de nous avoir suivis.